Bien, alors je vais donc partager mon écran immédiatement. Euh, et voilà. Donc, comme vous le voyez ici, on présente la sécurité économique comme un prolongement de la sécurité sociale. La sécurité sociale a été un progrès absolument fantastique à partir de 1946, qui d'ailleurs aujourd'hui régresse. Il y a, à notre sens, une pièce manquante aujourd'hui à cette sécurité sociale, c'est de lui adjoindre une sécurité économique. Et notre propos est de dire que cette sécurité économique renforcera et redonnera une nouvelle dimension à cette sécurité sociale que nous avions constituée il y a quelques années. Donc le cœur de la sécurité économique, c'est la question du droit à l'emploi. Droit à l'emploi, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le droit pour toute personne qui le souhaite d'avoir un emploi et associer à cet emploi la question d'une rémunération décente. Donc il ne s'agit absolument pas de dire plein emploi avec des travailleurs ubérisés ou des travailleurs qui... Non, il s'agit de plein emploi, que toute personne puisse l'avoir avec un revenu d'office décent. Et c'est la raison pour laquelle vous trouverez la description exhaustive de cette sécurité économique sur le site pleinemploi.org que je vous invite à découvrir. Alors, le principe premier sur lequel on va se baser, c'est sur quelle économie travaille-t-on? On a choisi, c'est un parti pris qui peut se discuter, mais qui est essentiel, enfin qui est essentiel dans la conception immédiate de la sécurité économique, de ne parler que de l'économie privée. L'économie privée par opposition à l'économie publique. L'économie privée, c'est une économie qui est initiée par des individus, un individu seul, un indépendant, ou des individus qui se regroupent pour différentes motivations. Cette économie privée peut être lucrative ou non lucrative, ça c'est très très clair, donc on va voir le périmètre, mais en tout cas a priori ne concerne pas l'économie publique. L'économie publique, c'est une économie qui est engagée par une collectivité politique. Donc ça peut être l'État, bien entendu, mais une collectivité locale dans la mise en œuvre d'un service public non marchand. Donc dans sa première version, je dirais, la sécurité économique ne porte que sur l'économie privée. Et la vision que nous en avons de cette économie, c'est de voir l'entreprise sous différentes formes juridiques. Il est assez classique dans la bouche du patronat de réduire l'entreprise à la société de capitaux. C'est d'ailleurs, vous savez, le CNPF, le Conseil national du patronat français, s'est rebaptisé Mouvement des entreprises de France. Ben, j'irais un petit peu pour porter une certaine confusion, il me semble, là-dessus. Non, on a une vision de l'entreprise beaucoup plus large, qui regroupe à la fois des indépendantes et des indépendants, des sociétés de capitaux, mais aussi tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, donc des coopératives et des associations. Et quelle que soit la forme juridique de l'entreprise que nous abordons, nous la voyons, je parle de la sécurité économique, la voit avant toute chose comme un collectif de travailleurs, et c'est cette notion que nous allons mettre en avant tout de suite. Alors, le principe de base pour établir une sécurité économique, c'est le versement d'une allocation mensuelle à toute entreprise par emploi en équivalent temps plein. Je suis entre une coopérative, par exemple, nous sommes 5 dans la coopérative à travailler 5 temps plein, nous allons ce mois-ci recevoir 5 fois cette allocation. Et ça va, l'introduction de cette allocation va avoir des effets absolument considérables sur la question de l'emploi. Pourquoi? Ben, si je crée une entreprise, si je crée ma propre entreprise, je sais que dès le départ, je vais toucher cette allocation. Le grand problème de la création d'entreprise, c'est que lorsque je démarre, eh bien, il faut que je trouve mes clients. Je ne sais pas où ils sont. Il faut que je trouve mes marchés. Et grosso modo, je ne vais pouvoir le faire que si j'ai un capital qui me permet de survivre ce temps-là. Donc là, on réduit, et ça va être un thème permanent de cette présentation, on va réduire le besoin en capital. Donc si je crée une entreprise, j'ai d'office droit à une allocation qui me permet, je dirais, de vivre immédiatement. Donc intérêt à créer mon entreprise et travailler de façon autonome. Mais je peux inverser le problème en disant que si je suis une entreprise et que je veux embaucher, ben je sais que parce que j'ai embauché, il y aura une allocation supplémentaire qui viendra sur l'emploi. Donc très clairement, en tant qu'entreprise, je commence à avoir sacrément intérêt à embaucher
parce qu'une partie du salaire de la personne sera couvert et garantie par cette allocation. Je n'ai plus qu'à garantir le reste par l'activité économique. Donc la possibilité de développer largement l'emploi, les entreprises vont être incitées, très clairement incitées à embaucher par ce système. Maintenant, on va se placer du point de vue de l'individu qui est à la recherche d'un emploi. Ben, je dirais, à partir de ce moment-là, vu la profusion d'emplois qui seront proposés, je vais enfin commencer à pouvoir obtenir un emploi dans lequel ben, la partie allocation sera garantie, évidemment, donc le SMIC, facile à obtenir, mais bien au-delà, bien sûr. Et même chose si je suis salarié, un des grands problèmes aujourd'hui de notre économie, de notre société, c'est le fait que de nombreux salariés sont mécontents de leur position. Ça peut être une question de salaire, on le voit aujourd'hui avec les questions de pouvoir d'achat, mais ça peut aussi être une question d'aspiration, le type d'emploi que l'on veut. Peut-être que vous travaillez dans un secteur polluant qui ne vous intéresse pas aujourd'hui et vous aimeriez donner un sens un petit peu plus social, un petit peu plus écologique à votre journée de travail. Donc vous souhaitez changer d'emploi. La profusion d'emplois qui vous sera proposée permettra aux individus en poste de quitter leur emploi et d'accéder à un emploi qui correspond à leur choix, à leur aspiration, voire même à créer seul ou à plusieurs leur propre emploi dans un cadre coopératif. Alors, une fois que j'ai exposé ça, vous allez tout de suite me demander, ouais, bon, d'accord, t'es bien gentil, le pognon, d'où il vient? D'où il sort? Ça, c'est la première question. Alors, je vais faire un rapide petit calcul, c'est très simple, hein. Si jamais je dis que je fais une allocation de 1500 € par personne, d'accord, mensuel, alors je précise que ça se rapporte, mais on va en reparler, à un salaire avec l'ensemble de ses cotisations sociales, hein. On reviendra sur cet aspect qui est essentiel. Je multiplie 1500 € par 12 et je multiplie par 26 millions d'actifs. Ben, c'est très simple, vous avez un budget qui avoisine les 500 milliards d'euros, donc un budget qui est largement supérieur aux capacités de l'État. Donc il n'y a qu'une seule solution, simple, c'est faire financer par les entreprises elles-mêmes ces allocations. Et c'est comme ça qu'on doit créer une caisse interentreprise de sécurité économique dans laquelle, on va dire, chaque entreprise devra payer un pourcentage donné de la richesse qu'elle produit dans le mois et en contrepartie, elle recevra une allocation par emploi en équivalent temps plein. C'est le principe. Je n'aborde pas immédiatement la question de la richesse produite. On va l'aborder au slide suivant. C'est juste une question de principe, le principe de fonctionnement. Donc, le principe de fonctionnement, c'est un régime d'entreprise, interentreprise, dans lequel le montant total des cotisations servira à payer le montant total des allocations. Et ça signifie qu'en fait, on va avoir un système dans lequel certaines entreprises seront bénéficiaires nettes, alors que d'autres seront des contributrices nettes, c'est-à-dire qu'elles apporteront de l'argent au système. Alors souvent, on me fait cette objection, on me dit « Ah, mais sécurité économique, l'allocation, ça veut dire un cadeau aux entreprises ». Ben non, c'est tout sauf un cadeau aux entreprises parce que ce sont les entreprises elles-mêmes qui le financent. Et inversement, certaines entreprises vont dire « Ah, c'est terrible, des prélèvements, on en a plein, etc. C'est encore un prélèvement supplémentaire. » Non, ce n'est pas un prélèvement supplémentaire puisque c'est quelque chose que vous retrouvez du point de vue des allocations. Sauf que il y aura des entreprises qui seront gagnantes, des entreprises qui seront perdantes à ce système. Ça, c'est très très clair. Et il est donc nécessaire de faire une loi, il faut que ça passe par une loi, on va se battre pour ça, instaurer la sécurité économique comme un régime obligatoire interentreprise. Je vois qu'il y a une personne qui souhaite entrer. Oui, d'accord. Donc voilà, dans un régime obligatoire. Donc on instaurera un régime obligatoire comme l'est aujourd'hui la sécurité sociale. Alors tout de suite, rentrons sur la question de la richesse produite. Alors là, on va rentrer, je m'en excuse tout de suite, sur 3 slides qui sont peut-être un petit peu techniques et on va revenir derrière à quelque chose de beaucoup plus politique. Alors, la mesure de la richesse produite, d'une façon générale, quand on parle de richesse produite par une entreprise, quelle qu'elle soit,
on l'assimile à ce qu'on appelle la valeur ajoutée nette. Le terme, il dit quelque chose de très très simple, il dit c'est la valeur que les travailleuses et travailleurs vont ajouter aux composants qui sont rentrés dans le processus de production. D'accord? Je m'explique, je construis une automobile. Ah non, ici je vais construire un avion. Je construis un avion, et ben je vais commander des moteurs. J'espère qu'il n'y a pas de personnes qui travaillent dans l'industrie aéronautique parce qu'ils vont dire que tu as une vision vraiment simpliste de cette industrie. Mais schématiquement, j'ai des moteurs qui viennent quelque part, j'ai des fauteuils qui viennent de quelque part, j'ai des équipements pour faire monter ces avions. Eh bien, je dirais, il y a l'amortissement de ces avions qui rentre en ligne de compte. J'ai une recherche et développement qui a été déroulée. Ben, il faut que j'amortisse cette recherche et développement et ça rentre en compte dans le coût de mon avion, etc. Ça, c'est la vision valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée d'une société comme Airbus, c'est la valeur ajoutée que ses salariés ont apporté aux composants qui sont rentrés dans la production pour arriver au prix de vente de l'avion. On va prendre une donnée un petit peu différente et vous allez tout de suite comprendre pourquoi, mais en même temps très analogue. Ce sont les flux de trésorerie d'activité. Ça, c'est un concept propre à la sécurité économique. Je vais le schématiser d'une façon extrêmement simple. On va travailler sur des flux de trésorerie cette fois-ci, non plus sur une analyse comptable de la valeur. On va travailler sur des flux de trésorerie. Donc, ça va être ce que l'entreprise encaisse par rapport à ses clients, des subventions éventuelles, et on va déduire ce qu'elle paye à ses fournisseurs et ce qu'elle paye en impôts. Et la différence entre les deux, symbolisée par la flèche verte que vous voyez là, c'est ce qui permet de générer de la trésorerie de l'entreprise et surtout payer les salaires, payer les cotisations sociales. Pour le projet de sécurité économique, les cotisations sociales sont une part intégrante du salaire. Nous insistons énormément sur ce point et je vais y revenir. Et éventuellement, s'il y a des propriétaires, payer des dividendes, c'est comme ça. Alors, très vite, je vais vous donner quelques chiffres ici pour situer un petit peu le décor de quoi on parle. On a calculé pour la France, oui, alors je précise que le flux de trésorerie d'activité, c'est la valeur ajoutée nette sur un long terme infini. Ce sont deux valeurs qui convergent sur un long terme infini qu'on peut conceptualiser, mais qu'évidemment on n'observe jamais. Voilà. Alors, quelques chiffres. On a fait un calcul sur les données de l'INSEE 2019 sur la base justement des flux de trésorerie et on s'aperçoit qu'on aurait que le flux de trésorerie d'activité mensuel moyen produit par une personne en équivalent temps plein de l'économie en France, il serait de 4 308 €. Et on va partir sur un SMIC sur lequel on va rétablir les cotisations sociales patronales. Alors, je précise qu'aujourd'hui, sur un SMIC, une entreprise ne paye plus que 10% de cotisations sociales patronales. Je vais revenir sur ce point très spécifique. Donc, dans le concept de la sécurité économique, on a des cotisations sociales proportionnelles dès le premier euro de salaire. Ça nous fait donc un coût total du SMIC à 2 332 €. Et ensuite, vous avez un tableau que vous voyez ici, dans lequel on a différentes possibilités d'allocation. On peut dire l'allocation couvre la totalité du SMIC, donc c'est à 100%, auquel cas il nous faudra cotiser à hauteur de 54% de la richesse produite, des flux de trésorerie d'activité. On peut faire moins, on peut faire à 50%, j'y reviendrai, là il n'y aura pas d'effet sur l'emploi, j'expliquerai pourquoi. Ça nous fera une allocation de 1166 € et il faudra cotiser à hauteur de 27% pour obtenir ces allocations. Alors, je vais poursuivre maintenant sur un sujet un petit peu technique et très vite on revient sur des questions politiques, mais je tiens à souligner ce point, c'est la question du subventionnement des investissements. On a dit qu'on cotisait sur un pourcentage des flux de trésorerie d'activité. Les flux de trésorerie d'activité sont les encaissements de l'entreprise moins les décaissements d'activité de l'entreprise. Donc, si l'entreprise fait plus d'encaissements, elle cotisera plus. Si elle fait plus de décaissements, elle cotisera moins. L'investissement, qu'est-ce que c'est? L'investissement, c'est une machine, essentiellement, qu'on va acheter à l'extérieur, une grosse machine de production, par exemple. Donc, je vais revenir, on va quitter Airbus, je vais revenir sur de la PME. Donc, la PME, elle va acheter une machine qui fait 100 000 €, par exemple, qu'elle compte utiliser sur 10 ans.
Ben, il se trouve que ces 100 000 euros par rapport à son flux de trésorerie d'activité traditionnel, hein, mensuel, c'est énorme. C'est ce qu'on voit ici sur ce tableau. Donc on voit que à partir du moment où l'entreprise achète sa machine de 100 000 euros ici en orange, on voit qu'on bascule en flux de trésorerie négatif. Ça n'est pas un problème. C'est-à-dire que ce mois-ci, elle a fait plus de décaissement qu'encaissement. Et vous savez très très bien qu'une cotisation ou un impôt sur une somme positive, c'est un impôt ou une cotisation, mais sur une somme négative, c'est un crédit d'impôt ou une subvention. Grosso modo, ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'une entreprise achète un bien d'équipement de longue durée, elle va pouvoir le déduire immédiatement de sa TVA, ça ne peut pas se faire sur une valeur ajoutée, et ça signifie qu'à ce moment-là, elle va être de facto subventionnée. Tout à l'heure, j'ai montré que pour obtenir une allocation égale à un SMIC, on mutualisait à 54%. Ben, ça signifie tout simplement que lorsque l'entreprise va acheter sa machine de 100 000 euros, 100 000 euros, 54 000 euros de cette machine seront payés par l'ensemble des entreprises et plus l'entreprise, et il ne lui restera plus qu'à financer 46 000 euros. Donc c'est un système qui est extrêmement dynamique, à la fois pour favoriser l'investissement, mais quand on y réfléchit, qu'est-ce que c'est l'investissement? Ben, c'est en fait un transfert de risque, c'est-à-dire que l'entreprise qui a fabriqué la machine de 100 000 euros, elle a eu son emploi subventionné pour fabriquer cette machine, et lorsqu'elle l'a vendue, ces 100 000, ben elle a cotisé sur ces 100 000, mais que l'entreprise qui reprend le risque sur elle, sur cette 100 000, ben elle est aidée par les autres entreprises, et bien entendu, de cette machine, elle va générer des flux de trésorerie, et c'est sur le long terme qu'elle renverra tout cet argent au système. Donc on a un continuum dans cette économie qui fait que nous réduisons fondamentalement le besoin en capital d'une économie. On décapitalise l'économie, c'est ça qui est quand même le point essentiel. Il y a véritablement, je dirais, là-dessus, quelque chose d'important à souligner, c'est-à-dire qu'à la fois on a plus d'égalité dans notre économie, ce plus d'égalité en quelque sorte avec ce système basé sur les flux de trésorerie signifie plus de dynamisme économique, plus de facilité d'investissement. On voit que c'est, pour une fois, je dirais, souvent on critique du rôle parasitaire du capital dans l'économie. Là, on est en train de le réduire, justement. On est en train et à la fois de démocratiser l'économie et de la dynamiser. Alors, maintenant, je vais quitter cet aspect un petit peu technique, peut-être qu'on en reviendra dans les débats si vous le souhaitez. Je vous indique juste pour l'instant, retenons que ce système permet la subvention de l'investissement à hauteur du pourcentage de capitalisation, de cotisation. Alors nous allons maintenant lister 5 avantages principaux de la sécurité économique. Le premier, c'est celui que j'ai signalé dès le début, c'est d'avoir une économie qui tend vers le plein emploi. Encore une fois, pas un plein emploi de travailleurs ubérisés, mais un plein emploi dans lequel un socle de revenus est garanti à toutes et tous, qui que l'on soit, avec une situation dans laquelle, aujourd'hui, sans la sécurité économique, on est vraiment dans une situation dans laquelle les entreprises choisissent leurs travailleurs. Souvent, on entend des reportages à la télévision qui nous disent « Ah oui, mais on n'arrive pas à trouver de travailleurs compétents dans tel domaine, etc. » Non, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont devenues vraiment très, très sélectives. Elles veulent vraiment avoir le travailleur qu'il lui faut, pile poil, etc. N'entend pas le former, le promouvoir ou quoi que ce soit. On est dans cette situation. On est une situation dans laquelle les entreprises choisissent leurs travailleurs. Eh bien, demain, il est nécessaire de réformer cette situation, de renverser la situation pour avoir une économie émancipatrice dans laquelle ce seront désormais les individus qui choisiront leur entreprise, qui choisiront un emploi qui leur convient en fonction de leur éthique, de ce qu'ils ont envie de faire, peut-être de la paye, et même très certainement de la paye, je dirais un catalogue de tout ceci, mais réinverser, c'est-à-dire faire basculer la rareté des emplois vers les individus, que les individus deviennent rares. C'est un des objectifs que nous cherchons à avoir avec la sécurité économique. Le deuxième avantage, la démocratisation de l'entrepreneuriat. Alors, on nous vante, nous, en permanence, la Startup Nation dans ce pays.
On nous vante l'entrepreneur qui réussit, qui crée une licorne, c'est-à-dire une entreprise qui sera valorisée plus d'1 milliard de dollars. C'est un petit peu le modèle qui nous est proposé. On nous oublie aussi que l'entrepreneuriat tel qu'il existe aujourd'hui, c'est les travailleurs ubérisés, ce sont aussi nos agriculteurs qui ont énormément de difficultés à vivre aujourd'hui, pris en ciseaux entre des prix à l'achat et des prix à la vente qui varient continuellement. Ben, avec cette sécurité économique, parce qu'une partie de la rémunération est d'office garantie par le système, on a un outil qui permet de démocratiser l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat n'est plus réservé qu'à quelques-unes et quelques-uns, mais l'entrepreneuriat est accessible à toutes et tous, que ce soit en individuel, comme je l'ai expliqué, on a notre revenu qui est garanti. C'est pas mal pour démarrer. Si on veut investir, une partie est prise en charge par l'ensemble des entreprises et donc ça réduit les besoins en capitaux. Et démocratiser l'entrepreneuriat, ça veut dire faire de l'entrepreneuriat seul, en indépendant, mais c'est aussi tout ce qui relève de l'économie sociale et solidaire. On peut entreprendre à plusieurs dans le cadre d'une coopérative. Et vous savez que dans l'économie sociale et solidaire, le capital, c'est vraiment, je dirais, une difficulté énorme parce que c'est un capital qui n'est pas attractif. On ne se réunit pas pour un capital dans l'économie sociale et solidaire. Le capital est un besoin. Et si ce capital peut être réduit, c'est une opportunité fantastique de développement de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire d'une économie non capitaliste qui peut être présentée. Troisième point qui est fondamental, c'est le retour sur les exonérations sociales, les exonérations de cotisations sociales patronales sur les bas salaires. Comme vous le savez, les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires, c'est une très vieille histoire qui commence avec Balladur en 1992. Ensuite, on a eu Fillon, ensuite on a eu Martine Aubry avec la RTT qui a encore redescendu des cotisations sociales patronales sur les bas salaires. Ensuite, on a eu le CICE, donc le gouvernement Hollande, qui a été transformé encore en exonération de cotisations sociales sur les bas salaires avec Macron. Comme je le disais en préambule, aujourd'hui, un salarié au SMIC, les cotisations patronales sur un salaire au SMIC ne sont que de 10%, alors qu'elles devraient être de l'ordre de 50% sur un salaire, je dirais, entre guillemets, normal ou élevé, on va dire. Voilà. Enfin, le taux normal de cotisation, il est de 50%. Alors, beaucoup de gens critiquent ces exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires pour plein de raisons. Moi, je vais en citer trois. La première, c'est qu'il y a des entreprises qui pourraient très bien payer ces cotisations lorsqu'elles embauchent des salariés au SMIC, mais qui ne les payent pas, et donc il y a un effet d'aubaine absolument incroyable. Cet effet d'aubaine, il se chiffre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le total des exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires au titre de l'année 2019, il est de 66 milliards d'euros. 66 milliards d'euros, je vous demande de le remettre en perspective avec d'autres recettes. On peut parler des 75 milliards d'euros de produits de l'impôt sur le revenu. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. C'est 35-40 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés. Vous voyez ce que ça représente. Et ensuite, c'est une trappe à bas salaire absolument incroyable. C'est normal. C'est-à-dire qu'une entreprise, lorsqu'elle embauche au SMIC, elle paye 10% de cotisation sociale. Si jamais le salarié a envie que son salaire remonte, il va le demander, mais l'entreprise, elle va être très réticente parce que le taux va remonter, c'est-à-dire qu'elle va payer plus. Donc une entreprise a tendance à laisser les gens au SMIC. Et on est dans une situation qui est unique en Europe, c'est qu'aujourd'hui, 13% des salariés sont payés au SMIC. Et vous allez relever le SMIC, vous allez continuer cette situation. Alors, beaucoup de gens critiquent ces exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires, tout particulièrement à gauche. Moi, ce qui me gêne énormément, c'est que vous remarquerez qu'aucun candidat à la présidentielle, de droite comme de gauche, ne prévoit de remettre les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires. Personne ne le fait. Et c'est normal, ils ont raison. Ils ont raison pour une raison très simple, c'est que si jamais on remettait un SMIC avec un coût total de l'ordre de 2 400 € aujourd'hui, en 2021, ça signifie qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne seraient pas capables de payer 2 400 € en fonction de leur activité. Et donc, ça serait un facteur de création de chômage
extrêmement nette. Et c'est la raison pour laquelle aucun candidat de gauche aujourd'hui ne prévoit de remettre ces exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires. On parle d'augmenter le SMIC, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on ne parle pas de remettre. Avec la sécurité économique, c'est quelque chose qui est enfin possible. On pleurniche sur les entreprises du CAC 40 qui versent des dividendes, tout va, ça. Là, on aurait un outil qui leur permettrait de transférer une partie de cette richesse, donc d'attaquer directement ces dividendes pour le transférer à des entreprises à plus faible valeur ajoutée qui seraient cette fois-ci enfin capables de payer des salaires avec des SMIC réévalués et des cotisations sociales rétablies. Souvent, j'arrive maintenant à la quatrième avantage de cette sécurité économique que peut apporter cette sécurité économique à la société. Aujourd'hui, lorsqu'une entreprise va mal, sa première réaction, c'est de licencier. C'est normal, ça se comprend. On réduit la voilure. Avec la sécurité économique, on change la situation. C'est-à-dire que dans la mesure où il y a une allocation, regardez bien ce qui se passe. Si l'entreprise licencie, elle perd une allocation. Donc, tant qu'elle ne licencie pas, elle ne perd pas en allocation. Mais comme elle va mal, ses cotisations vont baisser. Vous le comprenez? Donc, c'est comme si l'ensemble des entreprises aidaient cette entreprise en difficulté à rebondir sans avoir à licencier. Et c'est, je pense, un élément de long terme de résilience de l'économie. Parfois, certains, lorsque je le présente à des entreprises, certaines entreprises me disent « Mais alors attendez, vu mes chiffres, moi, si ça se trouve, je vais payer à votre système. » Oui, vous allez payer peut-être un petit peu à la marge. Oui, c'est vrai, ok. Mais le jour où votre entreprise va mal, considérez que ce petit paiement, c'est une police d'assurance. C'est le machin qui vous permettra de rebondir, de repartir. Donc très clairement, je crois qu'on a ici la possibilité d'avoir une économie infiniment plus résiliente aux chocs microéconomiques qui peuvent arriver sur tel ou tel secteur d'activité. Enfin, le dernier point très important aujourd'hui vis-à-vis de l'approche, vis-à-vis de la question écologique, on nous a toujours vanté la croissance comme étant le moyen de résorber le chômage. On nous a dit pendant des années, oui, mais de toute façon, c'est la croissance qui permettra de résorber le chômage. Donc, allons-y vers la croissance et on continue, on continue, on continue. Bon, on n'y est jamais arrivé. Le chômage de masse existe toujours. Aujourd'hui, c'est vrai, il a une tendance à baisser. On aurait, paraît-il, des bons chiffres, mais enfin, ce ne sont pas non plus des chiffres mirobolants. On a quand même 7%, 7-8% de chômeurs de catégorie A, alors qui regroupent différentes réalités, mais on a tout autant d'allocataires au RSA qui souvent ne sont pas inscrits au chômage, etc. Donc un seuil de pauvreté qui est absolument fabuleux dans cette société. Donc on n'y est pas arrivé par la croissance. Et on sait qu'il y a l'écologie et que l'écologie et la croissance, c'est un grand débat. La croissance verte, je ne vais surtout pas rentrer dans ce débat aujourd'hui parce que ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est une question qu'on peut avoir. Le grand intérêt de la sécurité économique, c'est de poser l'emploi en dehors du cadre de la croissance. C'est de dire, nous posons le plein emploi comme un acquis, c'est une réalité, et nous ferons les transferts nécessaires pour garantir à toutes et à toutes celles qui participent à la production un revenu raisonnable conséquent. Alors maintenant, je vais terminer par un dernier. Alors, excusez-moi, le curseur saute assez vite. Sur une dernière chose, la sécurité économique comme pacte social politique. Vous avez pu constater que j'ai été très elliptique sur le montant de la cotisation. Je ne vous ai jamais dit il faut que la cotisation fasse tant. Je vous ai présenté plusieurs possibilités, tout simplement parce que la sécurité économique, vous l'avez compris, c'est avant toute chose un mécanisme, c'est un régime obligatoire qui sera imposé par une proposition de loi, mais qui induit un débat politique vis-à-vis de notre société. Alors, on vit aujourd'hui dans une société qui est profondément marchande, et je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer. Cette société marchande, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que dans la théorie, on peut produire ce qu'on veut, on peut exercer le métier qu'on veut, sous réserve, bien entendu,
de respect d'une certaine légalité, hein. On ne peut pas s'amuser à fabriquer des armes dans son garage, fort heureusement. On fait la production qu'on veut. Voilà. Et en face, en tant que consommateur, on a la liberté, avec l'argent qu'on a gagné par notre travail, de le dépenser sur ce que l'on veut ou de ne pas le dépenser et d'épargner. C'est ça le cadre dans lequel on est posé. On sait que ce n'est pas une société qui est bonne. On sait que ce n'est pas une société qui est bonne. D'abord, on a commencé à la démarchandiser sur certains secteurs. C'est typiquement le cas de l'éducation ou de la santé. On sait très très bien que si jamais dans la société on disait aux parents, bon bah écoutez, si vous voulez que vos enfants aient une éducation, il va falloir vous payer l'école, on sait qu'il y aura un gros problème et on sait qu'on aura une société qui se déliterait et même pour le capital, ça ne serait pas une bonne nouvelle. Donc on sent bien qu'on ne peut pas être dans l'économie. C'est la même chose sur la santé. La santé, c'est une affaire collective. C'est pas vous êtes malade, vous allez payer. Si vous payez pas, bah, tant pis, vous resterez malade. Et puis, on va avoir une société qui se délite. Donc, on a compris qu'il fallait démarchandiser certains secteurs. On a, à une époque, posé la question de démarchandiser l'économie des réseaux ou de les mettre sur des monopoles publics, sur les transports, sur les échanges, etc. Donc, tout ça, c'est un débat politique. C'est un débat politique qui existe au niveau du secteur. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons avoir une deuxième axe de démarchandisation et l'introduire dans notre société, c'est la démarchandisation de nos revenus. C'est essentiel, c'est-à-dire que dans le marché pur, bien sûr qu'il y a la liberté du producteur de faire ce qu'il veut et la liberté du consommateur d'acheter ce qu'il veut ou de ne pas acheter. Mais derrière cette double liberté, il y a aussi le fait que certains producteurs ne sont pas capables de tirer de leur activité un revenu suffisant pour vivre. On a mentionné tout à l'heure les agriculteurs, mais il y a d'autres secteurs encore et il y a toute une série d'entreprises qui pourraient embaucher des salaires au SMIC, mais qui ne le peuvent pas parce qu'elles ont une activité dont la valeur ajoutée n'est pas suffisante pour produire ça. Donc aujourd'hui, il faut instaurer dans ce pays et ailleurs, l'idée maintenant de démarrer un deuxième axe de démarchandisation de l'économie qui est celui sur les revenus. Et la sécurité économique, vous l'avez compris, ça dit une partie du revenu variable. On a mentionné des 27% au plus bas, 54% au plus bas, doit être sortie de la sphère marchande pour être distribuée de façon égalitaire entre celles et ceux qui ont produit cette production. Excusez le doublon. Vous avez compris qu'avec un tel système, ben on a là un outil fantastique de réduction des inégalités dans notre société. Aujourd'hui, la réduction des inégalités, elle se fait par la fiscalité, après ce que la comptabilité nationale appelle la distribution primaire des revenus. Je m'explique sur le terme de distribution primaire des revenus. La distribution primaire des revenus, c'est la distribution des revenus que procure le marché. Le marché procure une distribution de revenus en salaires, intérêts, dividendes, revenus mixtes pour les indépendants, revenus immobiliers, revenus fonciers pour d'autres, etc. Et on a une fiscalité qui arrive à la fois pour financer le secteur non marchand, donc c'est de la dépense, hein, cette fois-ci, on a gagné de l'argent, c'est de la dépense qu'on va mettre dans du non marchand. Okay, mais aussi pour corriger a posteriori les inégalités. C'est typiquement toute la thèse de Piketty, c'est de revenir à ce qu'il y avait autrefois en disant on va faire de très forts taux progressifs, on va faire de l'impôt sur le capital, on va faire, c'est-à-dire que grosso modo c'est un principe dans lequel on corrige les inégalités a posteriori. Je pense que c'est une impasse, ce n'est pas un hasard si ça a échoué. C'était le cas dans les années 60-70, on a reculé là-dessus et aujourd'hui les thèses de la gauche sur ce genre de choses, je ne suis pas tout à fait sûr qu'elles soient vraiment majoritaires. Pourquoi? Elles sont discutées. Parce que tout simplement, c'est pas agréable de dire j'ai gagné de l'argent et puis on va m'en reprendre. Alors j'ai gagné de l'argent, on en met pour du service non marchand, ça tout le monde le comprend. Pour redistribuer, ouais, bon, ok, attends, oh, je l'ai gagné. Regardons maintenant comment va fonctionner la sécurité économique. La sécurité économique, elle agit en amont de la distribution primaire des revenus. Déjà, elle dit une chose, elle dit il y a un pourcentage de la production qui est affecté au travail, ça ne se discute pas, et c'est réparti de façon égalitaire.
L'économie est décapitalisée. Ça signifie quoi? Ben, ça signifie que l'entreprise qui versait des dividendes, toutes choses égales par ailleurs, s'il n'y a pas de changement sur les salaires, ben, les dividendes sont réduits d'autant. J'ai mutualisé à 50%, les dividendes sont réduits à 50%. Je n'ai pas à parler de taxer ou de quoi que ce soit, ils sont déjà réduits. Euh, les capitalisations boursières, Thomas Piketty, dans son livre, explique bien que les grandes fortunes, ce sont des fortunes qui sont essentiellement présentes en action. Ben là, vous avez d'office un outil qui, toute chose égale par ailleurs, je dis bien toute chose égale par ailleurs, il y a encore d'autres facteurs qui jouent, réduit la capitalisation boursière des entreprises. C'est autre chose, bien entendu, qu'un ISF qu'on va grappiller année après. Non, on décapitalise considérablement notre économie et on permet de faire émerger un grand secteur de l'économie sociale et solidaire. Alors à partir de là, sur ce nouveau pacte social, ben, il y a des paramètres à débattre entre nous. Le premier, c'est le débat sur le salaire minimum. Je ne sais pas quelle est, vous, votre compréhension du salaire minimum, mais pour moi, la bonne compréhension du débat sur un salaire minimum, c'est la suivante. C'est quel est le niveau de salaire en dessous duquel je trouve indécent et inacceptable qu'une personne soit payée. C'est pour moi le seul débat qui vaut quelque chose dans cette société. Et malheureusement, vous remarquerez, et vous le voyez sur le débat sur la présidentielle entre les propositions de la gauche et de Pécresse, Pécresse qui veut augmenter le salaire net en enlevant des cotisations sociales salariales, cette fois-ci, on va très fort, et la gauche qui veut augmenter, mais la droite a dit oui, mais vous allez atteindre à l'emploi et tout. Ben non, ce débat est un débat pourri. On n'en veut plus. Le débat autour du SMIC doit être un débat exclusivement social et en aucun cas un débat économique. Si on monte, si la population estime qu'il est légitime de monter un salaire, un SMIC, peu importe, à 1 400 € net, 1 500 € net ou quoi que ce soit, pour que ce ne soit pas attentatoire à l'emploi, nous augmenterons l'allocation en conséquence, de façon à ce qu'il n'y ait absolument aucune perte d'emploi suite à l'augmentation de ce salaire. C'est un débat social. Deuxième débat, le débat sur le pourcentage de mutualisation, en dehors de la question de l'augmentation du SMIC. Schématiquement, si l'allocation se trouve au niveau du salaire minimum, je mutualise, je cotise à 54%. Donc je décapitalise vraiment largement l'économie. Je suis 100% sûr d'avoir le plein emploi, puisque je suis indépendant, boum, je touche le SMIC. Plus 46% de ce que je vais produire. Si je suis une entreprise, je suis une entreprise, je vais proposer des emplois au SMIC. Ça ne me coûte pas un rond. Oui, ça ne coûte pas un rond, sauf que les individus en face, ils ne sont pas fous. Ils ne vont pas accepter de travailler gratuit. Ils vont demander autre chose que le salaire minimum. Ils vont demander au-dessus. Donc, de toute façon, le plus petit salaire de l'économie se situera au-dessus du salaire minimum dans le cas d'une allocation qui couvrirait la totalité du SMIC. Donc, on pourrait dire c'est ça l'idéal. Mais on va nous dire, ah ouais, mais dans ce cas-là, attendez, les petits gars, si jamais vous couvrez la totalité du SMIC, c'est peut-être un petit peu trop, parce qu'on va ponctionner des entreprises peut-être performantes, avec des gens qui travaillent sur les secteurs, pour sponsoriser des emplois qui peut-être ne devraient pas exister. Est-ce que ce ne sont pas des emplois bidons, etc. C'est une question qui est légitime. Ce n'est pas une question qu'on doit rejeter d'un revers de main. Mais en même temps, on doit y mettre les garde-fous. C'est-à-dire que plus on va baisser l'allocation, plus on va s'éloigner du plein emploi, moins les individus auront la possibilité de choisir leur emploi, ce qui du point de vue de l'émancipation est importante, et moins nous aurons de développement d'économie démocratique, d'économie sociale et solidaire. Donc vous voyez bien qu'il y a un débat politique qui doit se créer là-dessus, dans la population, autour de ce pourcentage de mutualisation qui, pour moi, est l'objet central du débat autour de ce nouveau pacte social. Je conclurai aussi par deux petites choses dans ce débat qu'on peut voir. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'indépendant qui touche son allocation, puis voilà, il est content, oui. Ça ressemble peut-être un petit peu à un revenu universel, non? Oui, bon. Il se trouve que peut-être la population n'est pas aujourd'hui d'accord sur le revenu universel. Donc, est-ce qu'on ne va pas demander à ce qu'il y ait un minimum de FTA qui, au bout d'un certain mois, soit produit en contrepartie de l'allocation? Même chose pour une entreprise qui irait mal. Tout à l'heure, on a dit qu'on allait l'aider, mais il y a peut-être un moment donné où on va arrêter.
de soutenir cette... C'est un débat politique, je vous laisse, chacun a son opinion là-dessus, c'est un débat absolument légitime. Et dernier débat, le débat sur le revenu universel. Est-ce que demain, je pense personnellement que la société n'est pas prête au revenu universel aujourd'hui. Tous les sondages semblent, et il est discutable, certains n'en veulent pas, certains en veulent, mais quand on y réfléchit, qu'est-ce que fait la sécurité économique? Elle commence à déconnecter la rémunération de la valeur produite. Elle commence à faire un petit peu cet apprentissage de la déconnexion. Est-ce que demain, la société ne serait pas confiante en elle-même pour qu'une partie de l'allocation soit versée directement aux individus ou la totalité? C'est un débat qui est ouvert. En tout cas, la sécurité économique peut être un axe. Alors, je vais maintenant me livrer à une petite conclusion politique vis-à-vis de la séquence électorale dans laquelle nous sommes en ce moment. On s'aperçoit qu'il y a une montée à l'extrême droite d'un candidat qui déroge vraiment à toutes les règles. Bon, à une époque, c'était un autre candidat, mais là, cette fois-ci, on va très loin dans la haine, dans la dislocation de notre propre société. Nous pousser les uns contre les autres. Et chose absolument incroyable, ce type est en vent en poupe. Je ne pense pas qu'il y ait de danger aujourd'hui pour 2022. Je crois qu'à peu près tous, on a une petite idée de qui sortira du chapeau à l'issue du second tour. Mais pour combien de temps? Est-ce que demain, ce type de candidat, ce type de politique, qui vise vraiment, c'est une politique, soyons clairs, de guerre civile, est-ce qu'elle ne va pas arriver demain au pouvoir? Une question. Et face à ça, ben malheureusement, la gauche n'arrive pas à peser, c'est ce qu'on voit. Alors, elle est désunie, on peut toujours aller prier pour qu'elle s'unisse. Bon, il y en a qui se sont lancés là-dedans. Ouais, ok. Ça n'a pas beaucoup de succès. Je pense, là, vous remarquerez que dans ce projet, on a un projet qui finalement est capable d'embrasser un arc politique relativement fort pour se ressaisir sur un terrain. On ne peut plus accepter que cette société soit une société de précarité. On ne peut plus accepter que des individus soient marginalisés. On ne peut plus accepter cela et il nous faut une solution qui soit, à l'inverse, acceptable pour beaucoup de gens. Alors, il y a des propositions qui sont faites. J'ai vu, par exemple, la proposition de revenu universel dont on a parlé. Elle n'est pas majoritaire. Proposition d'État employeur en dernier ressort. Elle ne sera pas majoritaire non plus parce qu'elle fait appel à l'État. Elle fait appel à l'État comme pompier de l'économie. C'est ça qui me gêne énormément dans cette truc. C'est-à-dire qu'on va dire, ben, les salariés, les individus que les entreprises ont rejetés, alors l'État va s'en occuper et vous garantir le salaire minimum et on va vous affecter à des tâches d'intérêt général. Non, en les maquillant sous forme d'emploi vert, de machin. Non, ça n'est pas un discours acceptable. On ne peut pas diviser les salariés. Et en même temps, on ne peut pas faire de l'État le pompier de l'économie. Je crois qu'aujourd'hui, on doit réintervenir sur l'économie en tant que telle, l'économie privée, la démarchandiser. Ça, je pense que c'est un discours qui peut être entendu par toutes les composantes de la gauche. Et en même temps, nous avons un discours qui, je disais, allie je dirais, la solidarité avec la dynamique économique, l'esprit d'entreprendre. Et l'esprit d'entreprendre est un petit peu trop, à mon avis, polarisé par la droite de l'échiquier politique. Et pour nous, l'esprit d'entreprendre, s'il est multiple, il est y compris entreprendre dans le cadre d'une économie sociale et solidaire, d'une économie différente. Mais en tout cas, c'est sans doute la possibilité, en mettant ce contact-là, de regrouper un arc politique énorme de gens qui se perdent sur leur voie, très clairement, dans la Startup Nation, etc., etc. Donc, je pense très sincèrement qu'il nous faut aujourd'hui construire une alternative large qui regroupe un large spectre de la société, dans laquelle cette perspective, ça sera une perspective dans laquelle le débat, les paramètres seront ouverts. Nous n'aurons pas demain la sécurité sociale, la sécurité économique de nos rêves, forcément, peut-être pas, peut-être que oui, peut-être pas. Il faut l'admettre, c'est le jeu de la démocratie. Je crois très sincèrement, si on y réfléchit, le Conseil national de la résistance a amené la sécurité sociale en 1946.
On sait qui en a été l'aile, je dirais, marchante de cette sécurité sociale, c'est indéniable. Mais ça s'est fait dans un cadre pluraliste, d'une alliance de forces démocratiques contre le fascisme. Je crois très sincèrement qu'aujourd'hui, il faut redonner un nouveau souffle à cette sécurité sociale en lui adjoignant une sécurité économique qui permettrait à la société de se ressouder et certainement de combattre définitivement les discours de haine qui existent aujourd'hui et qui seront malheureusement peut-être encore plus forts dans 5 ans si on n'y prend pas garde. Je m'arrêterai là-dessus. Je sais pas.